L'asthme, peut-on vivre normalement avec? Aujourd'hui, c'est la principale question au cœur donc de ce débat de ce matin. Alors, à l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, nous faisons un point sur cette maladie chronique qui touche quand même plus de 339 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et malgré les progrès des traitements, elle demeure un problème de santé publique majeur. Plus de 80% des décès dus à l'asthme sont enregistrés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Comment bien contrôler son asthme au quotidien? Peut-on vivre normalement quand on est asthmatique? Quelles sont les avancées dans les traitements, surtout dans notre pays au Bénin? Nous allons en parler comme annoncé avec le Dr Ablo Prudence Ouachino qui va nous rejoindre dans quelques instants, médecin pneumologue, mais également via le standard, je vous disais que nous allons recevoir une personne qui est justement atteinte de la maladie pour nous donner son témoignage. Il est déjà avec nous d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté partager avec nous votre expérience face à la maladie de l'asthme. C'est un plaisir. On le dit, c'est sous anonymat que vous allez parler aujourd'hui. Alors, l'asthme déjà, vous avez su que vous en étiez atteint justement à quel stade de votre vie? Pour vous dire vrai, l'asthme, c'est une maladie. Véritablement une maladie qui vous bloque la respiration. D'accord. L'asthme, c'est vraiment une pathologie, j'allais dire, qui vous bloque véritablement. Moi, par exemple, j'ai eu l'asthme, j'ai constaté que je suis atteint de l'asthme quand j'avais 14, 15 ans. D'accord. Et comment vous l'avez su? Je l'ai su à cause de la respiration. Je ne respirais pas bien. Quand vous dites que vous ne respirez pas bien, c'était comment la respiration? Ce que je dis là, vous-même, vous constatez, vous aurez dû déjà constater, parce que vous pouvez bloquer vos narines à vous et vivre. Parce que le processus, c'est ça. Si vous bloquez votre narine et que vous vivez, là, vous ne pouvez pas avoir l'asthme. Le problème est que quand le mal vous prend, vous ne pouvez pas respirer. D'accord. Or, pour moi, je sais que la respiration, c'est la vie. C'est l'inspiration et l'expiration. Donc, si vous avez l'asthme, comment vous allez vivre? D'accord. Vous tutoyez la mort. Et donc, vous l'avez su quand vous avez eu 14 ou 15 ans, c'est cela? Voilà. D'accord. Et depuis, comment est-ce que vous vivez avec la maladie? Eh bien, c'est avec les produits pharmaceutiques. Parce que je sais que vous êtes à la radio, de peur d'être taxé de celui-là qui fait la promotion à des produits, je ne dirai pas les noms des produits que moi j'utilise.
Ou bien vous me permettez? Non, pas du tout. Allez-y, on comprend que vous utilisez donc des produits pour vous soigner. On en reste là, on va pas appeler nom de produit, non. Oui. Et à part ces produits-là, vous avez d'autres méthodes? Pas de méthode en tant que telle, c'est-à-dire je fais tout dans ma vie pour mieux respirer afin de vivre. D'accord. Vous restez avec nous. Il nous a rejoint, Dr Ablo Prudence Ouachinou, pneumologue et spécialiste en médecine du sommeil, épidémiologiste, professeur associé aussi. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'être là. C'est toujours avec plaisir que nous répondons à votre appel. D'accord, je n'ai pas écorché le titre au moins. Ou il y a quelque chose à ajouter? Professeur agrégé. Pas professeur agrégé, voilà, autant pour moi, professeur agrégé. Alors, docteur Ablo Prudence Ouachinou, vous avez écouté l'auditeur par rapport à son témoignage puisqu'il est asthmatique. Est-ce que c'est quelque chose que vivent aussi au quotidien les patients que vous recevez? Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais surtout l'histoire que l'auditeur que vous aviez en ligne a raconté, en fait, ressemble beaucoup à l'histoire de patients que nous recevons au quotidien et qui racontent la même chose, parfois en des thèmes différents, mais vous comprenez véritablement que les patients asthmatiques, en réalité, ils comprennent l'importance de la respiration et il a dit que cela bloque la respiration. Je vais donner peut-être d'autres détails par rapport à d'autres symptômes que ces patients expérimentent quand ils font leur crise. Oui. Et puis, bon, ensemble, nous allons voir quelques conseils que nous donnerons à ces patients. D'accord. Il a dit, vous l'avez dit aussi, qu'il a du mal à respirer. Il a voulu même qu'on fasse l'exercice, peut-être bloquer son nez pour voir si on pourrait respirer. Ce n'est pas évident. Alors, est-ce que ça se manifeste toujours de cette même manière-là? Alors, on va dire que c'est le symptôme le plus prépondérant. Mais il y a d'autres symptômes. Il y a d'autres symptômes. Globalement, on va dire qu'on ça se résume à 4 symptômes. Okay. Et ces 4 symptômes, c'est effectivement l'étouffement, donc ces sensations de blocage de la respiration. C'est également des sifflements dans la poitrine. C'est la toux. Le plus souvent, il s'agit d'une toux sèche qui peut survenir à n'importe quel moment de la journée, mais le plus souvent, c'est la nuit que ça survient. Et le 4e symptôme, c'est cette sensation d'oppression thoracique. Les patients ont l'impression qu'on leur a mis un marteau, une charge très lourde sur la poitrine, et c'est extrêmement difficile lorsque ces symptômes-là surviennent. Alors, il faut dire que les symptômes surviennent lorsque le patient est en crise. Parce que justement, l'asthme a cette caractéristique de présenter des symptômes qui sont variables. Variable, ça veut dire quoi? C'est variable en intensité et dans le temps. D'accord. Vous voyez un patient asthmatique un lundi matin à 8 heures, il est très bien. Oui. Il n'a rien. Vous le voyez à midi, quand il déclenche sa crise, vous avez l'impression qu'il va mourir tout de suite. Quand la crise passe, vous le revoyez dans l'après-midi, il est tout à fait bien. Et quand il fait la crise, il est comment? Il tremble enfin... Alors, quand il fait la crise, tout se passe au niveau de la respiration. Il manque d'air. Il a l'impression qu'il fait des efforts pour avoir l'air, mais il n'a pas l'air. Donc, cette sensation de blocage de la respiration, ça va faire partie des symptômes. Mais il faut savoir que lorsque le patient n'est pas en crise, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus asthmatique. Donc, c'est cette variabilité-là qui caractérise l'asthme. Le patient, il est asthmatique. Nous avons l'habitude de dire qu'on est asthmatique et on vit asthmatique. Donc, on est avec. Alors, on va dire que, pour être plus précis, l'asthme est toujours la rencontre entre un terrain prédisposé et un environnement favorable. Par exemple, dans son cas, il dit que c'est à 14-15 ans qu'il a su qu'il était asthmatique. En fait, il y a des facteurs. Oui. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs génétiques. D'accord? Il y a l'hérédité qui joue un rôle. Et c'est ça qui va être le terrain qui prédispose. Donc, il peut avoir un enfant asthmatique, c'est ça? C'est pas exclu. D'accord. Mais ce n'est pas parce que lui-même il est asthmatique que forcément ses enfants seront asthmatiques. Mais ce facteur héréditaire-là va jouer un grand rôle. Et lorsque ce terrain qui est prédisposé va rencontrer un environnement favorable, cela va déclencher donc l'asthme. Et par rapport à l'âge de survenue, les gens
Parfois, certaines personnes se disent, mais est-ce que c'est à l'âge adulte que je vais déclencher un asthme? En réalité, l'asthme peut survenir à tout âge. Il y a juste des pics de fréquence. Dans l'enfance et à l'âge un peu plus avancé, après la cinquantaine, il y a des pics comme ça. Donc, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est à tout âge que ça peut survenir. Donc, ça peut survenir à 14 ans, à 15 ans, à 20 ans. Ça peut survenir dans l'enfance, ça peut survenir à un âge un peu plus avancé. Mais c'est à tout âge que cela peut survenir. Donc, il ne faut pas être surpris que quelqu'un déclenche un asthme à un âge en dehors de l'enfance, parce que véritablement, à tout âge, cela peut survenir. Oui, mais ce que je veux dire, les manifestations ne sont pas forcément les mêmes. Quand vous êtes enfant et que vous êtes adulte, est-ce que ça se manifeste de la même manière? C'est ce que je voulais comprendre. Globalement, c'est à peu près les mêmes manifestations. Ça va toujours tourner autour de ces 4 symptômes que j'ai indiqués. La seule petite différence, c'est que chez l'enfant, le plus souvent, les facteurs déclenchants, ça va être les facteurs allergiques, alors que chez l'adulte, on peut avoir toute une variété de facteurs. Chez l'enfant, le plus souvent, c'est un peu plus intermittent. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, alors que chez l'adulte, ça va être un peu plus persistant. Et dernier élément important, voyez-vous, les bronches chez l'enfant sont beaucoup plus étroites. Ce qui va faire que quand l'enfant fait sa crise, parce que les bronches sont plus étroites, ça peut être un peu plus grave. D'accord. Voilà, c'est la petite différence qu'on peut voir entre l'enfant et l'adulte. Mais chez le patient asthmatique, quelle partie de l'appareil respiratoire est affectée par la maladie? C'est très précisément les bronches et les petites bronches. Les bronches, en fait, c'est comme des tuyaux qui amènent l'air que nous respirons par les narines, qui amènent l'air au niveau des poumons. Et c'est lorsque cette petite canalisation-là, c'est à ce niveau-là véritablement que les anomalies s'opèrent chez le patient asthmatique. D'accord. Alors, il est toujours là, notre autre personne ressource. Vous êtes là? Vous nous recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Super. Docteur Ablo Prudence Ouachinou a dit tout à l'heure que on a l'impression que c'est un marteau que vous avez sur la poitrine. Vous avez également cette sensation, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais dites-nous, aujourd'hui, puisque vous travaillez, agent de l'État, si je ne me trompe, est-ce que la maladie vous permet quand même de pratiquer convenablement, votre boulot, sans qu'il n'y ait peut-être des perturbations? En fait, vous me permettez de remercier ce docteur qui est avec nous. Je lui lance des fleurs simplement pour dire qu'il maîtrise son domaine. Tout ce qu'il a dit se manifeste chez moi. Surtout les allergènes dont il parle. C'est ça qui nous bloque, nous autres asthmatiques. Une simple forte odeur, je parle de moi, peut vous suffoquer. Et j'ai parlé entre-temps que vous tutoyez la mort. Ça, c'est vrai. Moi, je sais l'âge que j'ai aujourd'hui, mais je suis tout le temps, quand l'odeur là se manifeste dans l'environnement, je suis mort. Et c'est Dieu qui fait que je vis tout le temps. C'est les allergènes que j'ai réussi à maîtriser. Aujourd'hui, je les évite. Un asthmatique est un candidat à la mort, jusqu'à preuve de contraire. D'accord. Il a dit que c'est comme si on vous met un poids, un marteau sur la poitrine, dans la respiration. Et au départ, je vous avais dit, c'est la respiration, le souffle. Si tu ne respires pas, qu'est-ce que tu fais? Mais ce que je veux savoir, est-ce que ça vous empêche de pratiquer votre travail tranquillement? Mais s'il y a les allergènes, ça peut vous empêcher. D'accord. Ça vous empêche, je vais vous le dire en même temps et directement et franchement. Ça vous empêche. D'accord. Alors, on peut vous situer dans la cinquantaine, quarantaine, enfin, je demande pas votre âge, je veux juste essayer de voir un peu. Bien sûr, je suis dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine. Je suis un vieux, c'est tout simple. D'accord. Est-ce que vous avez un enfant asthmatique comme vous? Et le docteur a bien dit, je n'ai pas
pour le moment un enfant asthmatique. Mais l'autre vérité qu'il a dite, c'est quoi? Il a dit que c'est héréditaire parfois. C'est vrai. Quand il a dit ça, j'ai fouillé en même temps dans ma nature que je suis héréditaire. D'accord. C'est dans mes gènes. D'accord. Alors, docteur Ablo Prudence Ouachinou, au Bénin surtout, comment est-ce que notre société perçoit justement les personnes qui souffrent de l'asthme, selon vous? Alors, je voudrais, si vous me permettez, dire un ou deux mots par rapport à ce que l'auditeur, votre auditeur vient de dire. Je voudrais le remercier de faire ce témoignage-là, parce que ça permet à d'autres personnes de s'identifier à ce qui est dit et peut-être de mieux recevoir les conseils que nous allons donner. Alors, par rapport aux perturbations des activités, effectivement, lorsque on est asthmatique et que l'asthme n'est pas contrôlé, effectivement, on peut être très perturbé dans les activités. Je dis bien quand l'asthme n'est pas contrôlé. Lorsque l'asthme est contrôlé, en fait, l'asthmatique peut avoir une vie tout à fait correcte, comme une personne qui n'est pas asthmatique. D'où la nécessité de ce suivi et de ce contrôle de l'asthme. Certainement que vous me poserez une question après sur comment est-ce qu'il faut bien prendre en charge l'asthme. Bien sûr, et puis je vais donner des détails sur ça. Alors, comment est-ce que les asthmatiques sont perçus dans la société? En réalité, quand vous avez des personnes qui sont asthmatiques, qu'il s'agisse d'enfants ou de personnes un peu plus âgées, c'est des personnes, quand elles font ces crises, en fait, elles vont être absentes, soit si c'est des enfants, donc c'est de l'absentéisme scolaire ou de l'absentéisme professionnel, parce que vous voyez bien ce que l'auditeur a très bien décrit. Si vous avez ça, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller à l'école. Et donc, ça fait que ce sont des personnes qui vont être stigmatisées dans la société, parce qu'on va se dire, ils ne veulent rien faire, ils sont paresseux, alors que ces personnes savent bien ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, du coup, on n'arrive pas à vivre normalement avec. Alors, on n'arrive pas à vivre normalement avec lorsque ce n'est pas contrôlé. D'accord. Lorsque l'asthme n'est pas contrôlé. Contrôlé par qui? Par les spécialistes comme vous? Alors, contrôlé, c'est une terminologie qu'on utilise pour dire, lorsqu'on arrive à maîtriser les symptômes de l'asthme. Et maîtriser les symptômes de l'asthme, c'est avec un traitement. Un traitement qui permet de prévenir les crises. D'accord. Parce qu'il faut, voyez-vous, la crise chez l'asthmatique, je vous ai parlé de cette variabilité. Bien sûr. Ça peut être une petite crise, comme il peut passer d'une petite crise à une crise beaucoup plus grave, qui peut même aller très loin. Oui, donc, il a dit qu'il tutoie la mort. Mais il tutoie, bon, Dieu merci, il est encore parmi nous, mais il tutoie la mort. Il a dit, oui, vous n'êtes pas convaincu, c'est ça? Ah non, c'est pas que je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas remettre en doute ce qu'il a dit, parce qu'il vit ça pratiquement au quotidien. Alors, la terminologie de tutoyer la mort, bon, je nuancerai un peu moi, de par mon expérience et de par les résultats que nous arrivons à avoir avec nos patients. Je nuancerai un peu. Effectivement, l'asthme peut être mortel, les crises d'asthme peuvent être mortelles. Donc c'est une maladie dangereuse. C'est une maladie dangereuse, encore une fois, lorsque ce n'est pas pris en charge correctement. Parlons maintenant de la prise en charge, du traitement. Où en est-on au Bénin? La prise en charge est très bien codifiée. On sait ce qu'il faut faire lorsqu'un patient est en crise. On sait ce qu'il faut faire pour prévenir les crises, la survenue des crises chez les patients. La vraie difficulté de la prise en charge de l'asthme, c'est que c'est une maladie qui est chronique. C'est une maladie qui est chronique et qu'il faut gérer véritablement dans le temps. Il ne s'agit pas de gérer les crises et puis rendez-vous à la prochaine crise. Je répète. Oui. Il ne s'agit pas de voir le patient. Le patient fait sa crise aujourd'hui. Oui. Et puis on gère la crise. Et puis on se donne rendez-vous peut-être dans quelques semaines quand il va refaire sa crise. Ça, c'est la manière la plus dangereuse de gérer l'asthme. Et comment on gère l'asthme? Lorsque on a géré la crise, il y a des traitements pour gérer la crise. Et les traitements pour gérer la crise, c'est je ne vais pas donner de nom de médicament, mais je vais peut-être donner la forme du médicament. C'est des produits qui sont inhalés. C'est des pompes
qui sont inhalés, parce que l'avantage de cela, c'est que ça va directement dans les bronches, qui sont les éléments qui sont atteints lorsque le patient fait de l'asthme ou fait une crise d'asthme. Donc, on utilise des produits qui vont, de façon à inhaler, ça va passer par la bouche et ça descend directement dans les poumons. Ça, c'est pour traiter la crise. Et on sait traiter ça. En dehors de la crise, il faut évaluer la sévérité de la maladie. D'accord. Il y a des critères qui permettent de voir est-ce que la personne a un asthme intermittent, est-ce que c'est quelque chose qui est persistant, c'est léger, c'est modéré, c'est sévère. Et en fonction donc de cette classification, on va décider de quel traitement il faut mettre et à quelle dose pour que la personne ne fasse plus de crise. Parce que c'est ça le plus important. D'accord. La difficulté dans ça, c'est quoi? Puisque la personne fait des crises, il y a des moments où elle fait des crises, il y a des moments où elle ne fait pas de crise. Oui. Parfois, quand elle n'est plus en crise, elle pense que le problème est réglé. Et elle abandonne parfois le traitement qui permet de prévenir les crises. C'est ça véritablement la plus grosse difficulté. Donc je disais que le traitement est codifié. Le traitement existe. Évidemment, il se pose toujours le problème de l'accessibilité à ce traitement, aussi bien accessibilité financière que géographique, parce que c'est un traitement que la personne, en fonction des stades, aura à prendre pratiquement à vie. Et donc, ça fait la difficulté. Mais est-ce que ce n'est pas un luxe, ces médicaments, pour le patient asthmatique? C'est pas un luxe? Alors, question difficile. D'accord. Alors, le luxe, est-ce que c'est en termes d'accessibilité, en termes de coût? En termes de coût. En termes de coût. Oui. En termes de coût, si on regarde ça sur le long terme, puisque c'est un traitement, c'est une maladie chronique, ce patient va prendre le traitement tous les jours, tout au long de sa vie, en fonction des formes, en fonction de la sévérité de l'asthme, il aura à prendre on va dire qu'il aura à prendre le traitement sur une longue durée. Après, il y a les doses qui sont modulées, il y a les médicaments même qui peuvent être ajustés, mais tant que on n'a pas obtenu, on va dire, pour obtenir le contrôle, c'est vraiment ce thème de contrôle de l'asthme là qui est important. Et j'ai l'habitude de dire à mes patients, surtout les patients, on va dire adultes, qu'il faut considérer l'asthme comme toute maladie chronique, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. D'accord. Parce que quand on souffre d'hypertension artérielle, on sait qu'on a un traitement qu'il faut prendre pour pouvoir contrôler la tension. Quand on souffre de diabète, on sait qu'il y a un traitement qu'il faut prendre pour contrôler les chiffres de la glycémie. Il faut l'envisager comme ça et donc avoir un traitement au long cours et un suivi par un médecin pour pouvoir véritablement contrôler cette maladie et donc avec laquelle on peut vivre sans frôler la mort tout le temps. Il faut avoir ce suivi qui va aider. D'accord. Alors dites-nous, par rapport à votre témoignage, on veut toujours savoir, évidemment c'est un traitement que vous suivez sur le long terme, on imagine bien. Est-ce que quelque part ça vous fatigue? C'est intense, c'est fatigant, c'est suffocant. Moi, je suis comme ça. Je vous dis, j'aligne les mots pour que vous compreniez. Parce que ça vous suffoque. Si ça vous suffoque, moi, permettez-moi de vous dire la vérité. Moi, je vis quotidiennement avec la mort. C'est vrai que le docteur, le médecin, a mis un peu de bémol pour ne pas parler de mort. On vit avec la mort. Et vous avez tout le temps sur vous aussi votre ventoline, par exemple? Tu as dit ventoline. Moi, j'ai un autre truc. Vous avez parlé de ventoline. Moi, j'ai un truc artisanal que je ne vais pas dire. Le problème est que j'ai aussi une petite bonbonne exactement assimilable à votre ventoline que je traîne tout le temps, parce que même en vous parlant maintenant, je l'ai avec moi. D'accord. Parce que la crise peut survenir par le biais de l'allergène. D'accord. Et quand ça vous prend, le docteur l'a dit et je le félicite pour ça. Ça vous prend, c'est terminé. D'accord. Il faut maîtriser ça, parler avec ça, avec ton docteur, et puis il va te dire, et vous allez
voir les méthodes pour apaiser l'asthme. D'accord. Docteur, il a... Oui, bien sûr, on a compris. Il a parlé tout à l'heure aussi des odeurs. Mais il y a aussi le facteur stress et surtout nervosité. Moi, je voudrais vous demander quelle est leur place dans la survenue des crises. Alors, le stress va intervenir comme, on va dire, un facteur déclenchant de la crise. Vous m'avez posé une question très rapide sur les causes. Et je ne suis pas allé très loin dessus. Disons qu'à la place de cause, nous parlons plutôt de facteurs étiologiques. Et parmi ces facteurs, effectivement, je vous ai parlé des facteurs génétiques, donc qui ont trait à l'hérédité. Mais il y a d'autres facteurs. Et parmi ces autres facteurs, il y a les allergies. D'accord? Donc, votre auditeur a parlé à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas que ça. La pollution atmosphérique. Après, ce soit la pollution intérieure ou la pollution extérieure avec les poussières, les fumées, les gaz d'échappement. Oui. Il y a la pollution de l'air, l'environnement. La pollution de l'air en général. Il y a les infections respiratoires. Et il y a aussi le stress et les émotions. D'accord? Quelqu'un qui est asthmatique connu, qui a une forte émotion, cela peut déclencher une crise d'asthme chez lui. Mais encore une fois, les crises vont être beaucoup plus fréquentes chez ceux qui n'ont pas le contrôle de leur asthme. Ceux qui n'ont pas une prise en charge avec un traitement qui permet de prévenir les crises, ils feront des crises de façon plus fréquente. C'est d'où tout l'intérêt par rapport à ce que votre auditeur a dit. Et effectivement, je comprends qu'il est en train de faire des crises tout le temps. Mais moi, je peux vous dire, parmi les patients que je vois, je vous promets, je vois à peu près, quand je m'assois pour faire ma consultation, la moitié des patients que je vois sont des asthmatiques. C'est tellement parce que je suis spécialiste, c'est tellement parce que le centre où je travaille, nous sommes un centre de référence des pathologies respiratoires. Et donc, nous avons l'expertise, nous avons l'expérience pour pouvoir gérer des patients qui vont se retrouver sans crise du tout pendant très longtemps parce qu'ils ont un suivi et parce qu'ils ont un traitement. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit je fais une crise aujourd'hui, rendez-vous à la prochaine crise. Il ne faut pas faire ça. Il faut avoir un suivi par un médecin qui va indiquer les traitements qu'il faut. C'est juste la vraie difficulté, comme je vous ai dit, c'est le suivi au long cours parce que c'est une affection qui est chronique et qu'il faut prendre en charge au long cours. C'est cela. Alors, parlons toujours des personnes asthmatiques et du sport. Je voudrais quand même qu'on en parle parce que pendant longtemps, on leur interdit de faire du sport, de pratiquer du sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le lien entre sport et asthme, docteur? Alors, ça c'est une question qui revient toujours et je vais essayer de l'aborder en commençant par les enfants. D'accord, peut-être en une minute. Oui, très rapidement. Oui. Les enfants, souvent on dit, quand ils sont asthmatiques, il faut leur donner une dispense par rapport au sport. Il ne faut pas faire ça. D'accord. Un enfant asthmatique peut bien faire du sport, mais à condition que l'asthme soit contrôlé. Le sport n'est pas en fait contre-indiqué chez les patients asthmatiques. Et je vous dirais qu'il y a de grands sportifs qui ont fait du sport professionnel qui étaient ou qui sont asthmatiques. Un nom? Je vous donne un nom, Haile Gebrselassie, qui était un grand marathonien qui a fait même des records du monde, était un asthmatique. Je peux vous faire une équipe de football pour les passionnés de football, d'internationaux, du gardien de but à l'attaquant, qui sont asthmatiques et qui ont joué dans les plus grands clubs. Donc, quand on est asthmatique, on peut faire du sport. On peut faire du sport, on peut même faire du sport de très haut niveau, mais à condition d'avoir une prise en charge qui permet de contrôler l'asthme. D'accord. Docteur Ablo Prudence Ouachino, c'est assez intéressant quand même la thématique. J'ai bien envie de vous garder encore sur 2 ou 5 minutes maximum, si vous le permettez. Pas de problème.
Hier, journée mondiale de l'asthme. Nous en parlons donc ce matin avec deux invités, Dr Ablo Prudence Ouachino, pneumologue, spécialiste en médecine du sommeil, épidémiologiste et professeur agrégé via le Standard, un patient donc asthmatique, pour nous faire donc son témoignage. Alors, vous parliez tantôt du sport. Il y a même des sportifs de haut niveau qui sont asthmatiques. Donc, quand on est asthmatique, ça n'empêche pas de faire du sport. N'importe quel type de sport. Alors, n'importe quel type de sport. D'accord. Je conseille souvent aux patients asthmatiques de faire de la marche. Il est même ceux qui ont la possibilité de faire de la natation, c'est très conseillé. Mais encore une fois, il faut que le patient soit suivi et que l'asthme soit contrôlé. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous avez pour habitude de faire du sport? Vous parliez de moi? Oui, de vous. Oui, il faut vous le dire. C'est pas pour me mettre à nu devant les auditeurs et autres. Le docteur a parlé du sport. Il n'a qu'à me dire comment un handicapé peut-il faire du sport. D'accord. Donc, une personne handicapée asthmatique peut-elle faire du sport? Alors, je comprends ce que dit votre auditeur, mais encore une fois, je dis que il faut que le patient soit suivi, d'accord? Et il faut pas considérer un patient asthmatique comme un handicapé. Lorsque le patient est suivi, non, qu'il a le pas traitement. Ce qu'il dit, en fait. Oui, enfin, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Il y a des handicapés respiratoires. Mais pour moi, un patient asthmatique ne devrait pas être considéré comme un handicapé respiratoire. Et lorsqu'il est suivi et qu'il a ce traitement-là, véritablement, j'ai beaucoup de patients qui viennent dans des états comme ça et qui, au bout de quelques temps, avec le traitement et le suivi, qui se retrouvent à mener une vie tout à fait correcte. Et lorsque l'asthme est contrôlé, il peut faire du sport. Je comprends que est-ce qu'on dit la même chose? Enfin, il dit qu'il est personne handicapée. Non, je pense que le handicap dont il parle, c'est par rapport à la respiration. Non, pas du tout. Ah d'accord, j'ai pas compris ça. Alors. Pardon. Vous êtes là à préciser, vous êtes une personne handicapée, c'est ça? Bon, pour vous le dire vrai, je suis un handicapé asthmatique. Et le sport dont il le préconise, le sport, c'est difficile pour nous autres handicapés de faire le sport. Sinon, je sais que si j'étais un athlète, comme il le précise, ce serait mieux. Ces genres de personnes malades, asthmatiques, maîtrisent mieux la fréquence de l'asthme, les crises et autres. Il a parlé de contrôler, c'est vrai. Si vous ne contrôlez pas, vous ne pouvez pas vivre. Mais est-ce que vous êtes bien suivi par un spécialiste? Quel spécialiste? Je viendrai chez le docteur Ablo, vous avez dit, et puis on verra. J'ai jamais dit ça. Je vous demande. Jusqu'à l'heure où nous parlons, est-ce qu'un spécialiste vous suit? Et pour le moment, non. Je suis avec les médicaments traditionnels et autres là, mais ça me sourit parce que je ne suis pas mort. D'accord, mais il vient d'évoquer un autre volet très important, les médicaments traditionnels. Quel rôle jouent-ils justement dans le traitement de l'asthme? Alors, il y a certainement des médicaments de la pharmacopée qui sont, on va dire, actifs et qui marchent sur l'asthme, comme dans presque toutes les maladies. Donc, c'est pas interdit. Alors, c'est pas interdit. Ce que je dois avouer on va dire, ma méconnaissance de ces produits-là pour pouvoir véritablement donner un conseil. D'accord? Je sais qu'il y a des patients qui viennent me voir et qui disent un certain nombre de choses. Ce qu'il faut par contre éviter, c'est un certain nombre de préjugés qui amènent nos patients à faire des choses, mais vraiment ahurissantes. Je vous donne deux exemples. Oui. Des patients nous rapportent que lorsqu'on prend de l'eau de climatiseur, que cela peut guérir de l'asthme. J'ai vu des patients, entendu des patients dire ça, faire ce genre de témoignage. Ou j'ai entendu des patients qui disent que on leur a dit que quand on prend un rat et que en fait on fume le rat et on prend la poudre que ça donne et que ça pourrait guérir de l'asthme. Vraiment ce genre de choses, il faut éviter ça, mais absolument. Absolument. Les produits de la pharmacopée, ça aussi, il faut
il faut le prendre, mais il faut le prendre avec des pincettes. Moi, j'ai pas de conseil particulier à donner parce que j'avoue véritablement ma méconnaissance de ça. Ce que je connais, et c'est ce qui relève de ma spécialité, et c'est ces conseils-là que moi je peux donner à mes patients. Votre auditeur, moi, avec beaucoup de plaisir, je le recevrai en consultation et je verrai ce que nous on peut lui apporter. Et je pense, de ma petite expérience, que on peut apporter beaucoup à ces patients-là, que ce soit nous, en tant que médecins. Moi, c'est ma spécialité. Mais tout médecin, en réalité, peut gérer l'asthme, et c'est lorsque ça dépasse les collègues médecins généralistes qui nous envoient des cas. Et ceux qui ont envie de venir nous consulter directement, nous sommes disposés à les recevoir en consultation. Vous avez parlé tout à l'heure de l'école, les enfants à l'école, justement, les enseignants face aux enfants qui sont asthmatiques. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter face à ces enfants? Et même les parents, quel rôle ont-ils à jouer? Aussi bien les enseignants que les parents, le rôle qu'ils peuvent jouer, c'est d'identifier de façon précoce les signes de l'asthme, surtout les signes de la crise. Donc, de façon précoce, quand c'est à l'école, il faut que les parents informent les enseignants, que les enseignants soient au courant de quels enfants sont asthmatiques. Et en réalité, le médecin, lorsqu'il suit bien, il établit même un plan d'action. Parfois même, c'est rédigé. Et l'enseignant sait exactement ce qu'il doit faire lorsque un enfant est en crise. Lorsque l'enfant est en crise, habituellement, on demande même aux parents d'aller déposer à l'école de l'enfant je vais pas donner de nom de médicament, mais les bonbons dont votre auditeur a parlé tout à l'heure. Ventoline, là? Bon, je vais pas donner de nom de médicament. D'accord, vous n'entendrez pas ça de ma bouche. Mais il faut aller même déposer ça à l'école pour que, si jamais l'enfant se met en crise, l'enseignant, il sait ce qu'il va faire. À la maison également, il faut donc aider les enfants, identifier les signes précoces, mais essayer d'avoir un environnement qui, en fait, ne favorise pas les crises. Un environnement qui ne favorise pas les crises, c'est un environnement qui est dépoussiéré, c'est un environnement qui n'est pas pollué. C'est également, parce que j'ai oublié de vous parler d'un facteur, le tabagisme. Le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, peut être un facteur déclenchant de l'asthme. Mais je suis asthmatique et je vais encore prendre le tabac, ça c'est... Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon. Ou je suis asthmatique, je vais prendre de la chicha, c'est pas bon. Mais vous avez dit que c'est aussi passif. C'est aussi passif. Donc quelqu'un fume, je suis à côté. Exactement, donc, ce n'est pas bon. D'accord. Voilà, donc il faut essayer à la maison de dépoussiérer, d'enlever tout ce qui... En tout cas, autant que faire se peut, de faire tout pour que l'enfant ne soit pas exposé. Parce que, encore une fois, je vous ai dit, c'est toujours l'asthme, c'est toujours la rencontre entre un terrain prédisposé et un environnement favorable. Et c'est tout ça là qui fait partie de l'environnement favorable. Dieu merci que notre auditeur, jusqu'à présent, n'a pas fait de crise. C'est la preuve quand même que il est pas mal portant, en tout cas. Mais est-ce que le fait d'être asthmatique, docteur, on va finir peut-être là-dessus, rend vulnérable, rend-il vulnérable, j'y arrive, aux autres maladies respiratoires? Alors oui, le fait d'être asthmatique, déjà quand on fait les crises de façon répétée, on va dire la vie sociale va devenir beaucoup plus compliquée, ça c'est clair. Et effectivement, lorsque un patient est asthmatique, ça le rend, on va dire c'est les autres affections qui va déclencher plus fréquemment ces crises, ça c'est connu. Et également, on sait que à force de faire ces crises-là, à la longue, il peut déclencher d'autres affections sur lesquelles beaucoup d'autres choses... En fait, c'est des liens qui sont vraiment intriqués. Mais on sait que le patient qui est asthmatique, forcément, il a une vulnérabilité plus importante à d'autres affections qui peuvent survenir. D'accord. Et vous en êtes conscient sans doute que vous avez une vulnérabilité plus constante? Oui, ça, je vous le dis vraiment. D'accord. Je suis très vulnérable. Parce que le docteur, je peux encore le féliciter. C'est comme si on est dans le même domaine et vous avez bien fait de m'interroger par rapport à lui. Il maîtrise son domaine. Je ne suis pas, en tout cas, je ne sais pas. Il maîtrise tout ce qu'il a dit, marche avec moi. D'accord. Tout ce qu'il a dit, j'ai bien. Parce que je n'ai même rien à lui reprocher. Mais le problème est que il faut savoir vivre avec l'asthme. Et pour moi particulièrement, vivre avec l'asthme, c'est que
Je dois maîtriser, il a dit, contrôler les allergènes. Pour moi, c'est les odeurs fortes, odeurs suffocantes qui déclenchent la maladie. Oui. Il faut maîtriser le déclenchement de la maladie pour ne pas vivre et tutoyer la mort. Je le répète, les gens vont comprendre. Le docteur Lem, même là, il sait ce que je dis. Il n'a peut-être pas été malade avant d'aborder la spécialité, sur sa spécialité, mais il maîtrise. Il maîtrise véritablement. On tutoie la mort. Moi, je ne peux pas vivre avec la mort. Et puis, je prends mes dispositions pour ne pas mourir. D'accord. Très clair. C'est compris. Journée mondiale de l'asthme, docteur, simple commémoration ou opportunité de changement, selon vous? Alors, les journées mondiales sont toujours des occasions pour sensibiliser. Sensibiliser la population, sensibiliser également les décideurs et toujours leur rappeler qu'il y a, par exemple, l'asthme considéré comme un problème de santé publique. Mais je voudrais insister véritablement sur la sensibilisation de la population. Et pour pouvoir identifier, parce qu'il y a des asthmatiques qui s'ignorent. D'accord. Ou il y a des asthmatiques qui ignorent leurs symptômes ou qui minimisent leurs symptômes. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais prévoir l'intensité de la prochaine crise. Et cette prochaine crise, lorsqu'on n'est pas pris en charge, ça peut amener très loin. Et voilà, donc je sensibiliserai les populations pour véritablement identifier les premiers symptômes. Aller voir un médecin si jamais ça intervient. Et parmi les causes ou les facteurs dont nous avons parlé, celles qu'on peut éviter, il faut essayer de les éviter en gardant à l'esprit que c'est toujours un terrain qui est prédisposé et un environnement qui est favorable. Et le contrôle de l'asthme dont votre auditeur parlait, le contrôle, c'est le suivi médical, en tout cas pour ce qui me concerne, qui permet d'avoir ce contrôle. C'est pas être en crise et essayer soi-même de contrôler, ça c'est pas ça. Il faut pouvoir avoir une prise en charge, la prise en charge du patient, mais également des facteurs éventuels déclenchants, y compris c'est-à-dire que l'environnement qui va donc favoriser la survenue de l'asthme, essayer d'avoir un contrôle de cet environnement-là aussi, et tout ça, cela va aider. D'accord. En termes de chiffres et de statistiques, pour conclure là-dessus, docteur, combien de personnes à peu près en sont concernées ou atteintes? Alors, il faut avouer que les chiffres exacts manquent. Oui. Mais on estime que entre 5 et 10% de la population asthmatique, avec une fréquence encore plus élevée chez les enfants. Ça, c'est connu chez les enfants ou les enfants d'âge scolaire. Il y a des études que nous avons menées dans le passé qui montrent qu'à peu près 15% des enfants du secondaire seraient asthmatiques. Mais globalement, on considère que c'est entre 5 et 10% de la population. D'accord. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, pour conclure, que diriez-vous? Je dirais simplement qu'il faut vivre avec l'asthme et que les conseils du spécialiste me vont droit au cœur. Vous allez prendre les numéros et puis après je vais être un adhérent de ce docteur pour pouvoir mieux maîtriser mon asthme. Le problème de façon générale, c'est que il faut éviter de tutoyer la mort. La mort, c'est pas bien. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage par rapport donc à l'asthme. Ce fut un plaisir de vous avoir donc entendu, écouté. À 8h16, en quelques mots pour conclure, docteur. Alors, en quelques mots pour conclure, je dirais que notre rôle à nous, en tant que médecins et en tant que spécialistes, c'est justement d'aider nos patients à ne pas tutoyer la mort. Et nous nous attelons à le faire au quotidien. Et nous sommes là pour accompagner les populations, qu'elles s'adressent à nous en tant que médecins, en tant que pneumologues ou autres spécialistes, et nous allons les accompagner. Merci. D'accord. Docteur Ablo Prudence Ouachino, pneumologue spécialiste en médecine du sommeil, épidémiologiste, professeur